J'ai conduit 960 kilomètres. Une journée entière sur la route, avec un seul but. La baby shower de ma fille unique. Sur le siège passager, il y avait le trousseau que j'avais passé 3 mois à tricoter. Chaque maille était une promesse d'amour pour mon futur petit enfant. Quand je suis enfin arrivée, ma fille m'a accueillie sur le pas de la porte. Devant tous les invités, elle m'a regardée sans un sourire et a dit « Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas invitée. » Ce jour-là, elle m'a brisé le cœur. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa cruauté allait lui coûter bien plus que ma présence. Elle allait lui coûter un appartement à Paris. La route qui sépare Quimper de Lyon est longue, très longue. 960 kilomètres de bitume qui défilent sous les roues de ma vieille Peugeot. Un ruban gris qui semble ne jamais vouloir finir. Mais la distance n'avait pas d'importance. Pas aujourd'hui. Chaque kilomètre me rapprochait de ma fille, de mon unique enfant, Élodie. Sur le siège passager, emballé dans un papier de soie blanc, reposait le trousseau. 3 mois de travail. Le soir, devant la télévision, mes doigts avaient dansé avec les aiguilles à tricoter, reproduisant les mêmes gestes que ma mère et ma grand-mère avant moi. Une petite brassière en laine douce, des chaussons minuscules, un bonnet avec des oreilles d'ourson. Chaque maille était une pensée, une prière silencieuse pour le petit être qui allait bientôt arriver. C'était plus qu'un cadeau. C'était un héritage. Je pouvais déjà imaginer la scène. Élodie, le visage illuminé par la surprise et la joie, défaisant le ruban, ses amis s'exclamant sur la finesse du travail. Je me sentais un peu nerveuse, je l'avoue. Le monde de ma fille n'était plus le mien. Depuis son mariage avec Luc, elle vivait dans un univers de résidences sécurisées, de voitures allemandes et de conversations que je ne comprenais pas toujours. Mais un bébé, ça efface tout ça, n'est-ce pas? Ça nous ramène à l'essentiel, à l'amour. Quand je suis enfin arrivée, le soleil commençait à décliner sur Lyon. Le GPS m'a guidée vers un grand bâtiment moderne, tout en verre et en acier. J'ai garé ma voiture au parking souterrain, un peu intimidée par les grosses berlines qui m'entouraient. J'ai pris le précieux paquet, j'ai lissé ma jupe et j'ai pris une grande inspiration. La fête se tenait dans une salle commune au rez-de-chaussée. À travers la grande baie vitrée, je pouvais voir une foule élégante. Des femmes en robes chères, des hommes en chemise de marque. La musique était douce, les rires feutrés. Mon cœur battait un peu plus vite. J'ai poussé la lourde porte vitrée. Le silence ne s'est pas fait tout de suite. Il s'est installé lentement, comme une vague froide qui partait de la porte et se propageait dans toute la pièce. Les conversations ont baissé d'un ton, puis se sont tues. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai cherché ma fille, et je l'ai vue, debout au centre de la pièce. Elle était magnifique dans sa robe de maternité bleu pastel. À côté d'elle se tenait Luc, son mari, et sa mère à lui, une femme grande et impeccable qui me regardait avec une curiosité glaciale. J'ai fait un pas en avant, un sourire un peu tremblant sur les lèvres. « Élodie, ma chérie, je suis là. » Ma fille n'a pas souri. Elle a échangé un regard rapide avec Luc, qui a posé une main ferme dans son dos, comme pour la soutenir. Puis elle a fait quelques pas vers moi, son visage une toile blanche, sans aucune émotion. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» La question m'a surprise. Ma voix était un murmure. « Mais, pour ta baby shower, je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Je t'ai apporté. » Je n'ai pas pu finir ma phrase. Elle a levé une main, un geste bref et définitif. Son regard a balayé la salle, s'arrêtant une seconde sur sa belle-mère, avant de revenir se planter dans le mien. Sa voix était basse, mais chaque mot a résonné dans le silence de la pièce comme un coup de fusil. « Tu n'es pas invité. » Le monde s'est arrêté. Les visages autour de moi sont devenus flous. Je ne sentais plus que le poids du cadeau dans mes mains et la brûlure de la honte qui me montait aux joues. J'ai regardé ma fille, mon propre sang, et je ne l'ai pas reconnue. Il n'y avait aucune trace de regret dans ses yeux, seulement une froide détermination. La porte s'est refermée derrière moi, et avec elle, tout ce que je pensais savoir sur ma propre famille. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, ensuite, pendant ces 960 kilomètres de retour vers la solitude, j'aimerais savoir d'où vous me regardez aujourd'hui. Dites-le moi dans les commentaires, et s'il vous plaît, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Je me suis assise dans ma voiture, le cadeau pour un enfant que je ne connaîtrais peut-être jamais posé sur le siège à côté de moi. Et c'est là, dans le silence assourdissant de ce parking souterrain,
que j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Les lumières de Lyon ont disparu dans mon rétroviseur, avalées par la nuit. Je roulais en mode automatique, mes mains crispées sur le volant, mes yeux fixés sur la ligne blanche hypnotique de l'autoroute. Le silence dans l'habitacle était total, à l'exception du ronronnement familier du moteur de ma Peugeot. Un silence plein de mots non dits, de questions sans réponse et de l'écho cruel de la voix de ma fille. « Tu n'es pas invité ». La peine était une chose physique, une lourde pierre posée sur ma poitrine. Mais sous la peine, autre chose commençait à naître. La confusion, et avec elle, les souvenirs, des petites choses, des incidents que j'avais balayés sous le tapis au nom de la paix, de l'harmonie familiale. Des moments qui, maintenant, éclairés par la lumière crue de l'humiliation, prenaient un sens tout à fait nouveau. Je me suis souvenu d'un appel téléphonique, il y a à peine un mois. La voix d'Élodie, mielleuse, comme à chaque fois qu'elle voulait quelque chose. « Maman, on a trouvé la poussette parfaite. Elle est incroyable, un vrai cocon de sécurité. Le seul problème, c'est qu'elle coûte un peu cher. » Je me souviens de ma réponse, pleine de bon sens. « Ma chérie, j'ai vu de très bons modèles en promotion la semaine dernière. Et ta cousine Sophie a celle de son petit qui est comme neuve. Elle te la prêterait avec plaisir. » Le ton d'Élodie avait changé immédiatement. L'impatience perçait sous le vernis de douceur. « Non, mais maman, tu ne comprends pas? Ce n'est pas pareil. Celle-ci a des suspensions brevetées et un tissu hypoallergénique testé en laboratoire. C'est pour la sécurité de ton petit enfant? Tu ne voudrais pas qu'il ait ce qu'il y a de mieux? Bien sûr que si. Quelle grand-mère ne le voudrait pas? J'avais soupiré et j'avais fait le virement. Sur le moment, j'avais mis sa réaction sur le compte des hormones de la grossesse, de l'anxiété d'une future mère. Maintenant, sur cette autoroute sombre, je comprenais. Il ne s'agissait pas de sécurité. Il s'agissait de statut. Ma suggestion pratique et économique était une offense à leur style de vie. Le souvenir en a appelé un autre. Une conversation, quelques semaines plus tôt. Je leur rendais visite, avant que mon angoisse de la route ne devienne trop grande. Nous parlions du baptême, et j'avais demandé, le cœur plein d'espoir, s'ils avaient pensé à la marraine. Peut-être ma nièce, la fille de ma sœur, une jeune femme si douce et si attentionnée. Luc avait répondu avant même qu'Élodie n'ouvre la bouche. Un petit rire condescendant. « Oh non, Geneviève, c'est déjà réglé. Nous avons demandé à la femme de l'associé principal de mon cabinet. Une femme formidable, très influente. » Élodie avait ajouté rapidement, en voyant ma déception. « C'est plus simple pour les affaires de Luc, tu comprends? Ça nous ouvre des portes. » J'avais compris, oui. J'avais compris que les portes de leur vie se fermaient à ma propre famille, à nos racines. Nous n'étions pas assez bien, pas assez influents. J'avais avalé ma peine avec mon café et je n'avais plus rien dit. La pierre sur ma poitrine s'alourdissait. La blessure la plus vive, cependant, venait de Luc lui-même. C'était l'été dernier. Ils étaient venus passer 2 jours à Quimper, 2 jours pendant lesquels j'avais eu l'impression de marcher sur des œufs, de peur de dire ou de faire quelque chose qui ne soit pas à la hauteur. Au moment de partir, sur le seuil de ma propre maison, Luc avait posé sa main sur le toit de ma fidèle Peugeot. Une petite tape presque méprisante. « Il faudra penser à changer cette antiquité, Geneviève. On ne peut pas mettre un siège auto là-dedans, ce n'est pas sérieux. » Il avait dit ça avec un sourire, comme une plaisanterie. Mais ce n'en était pas une. Le mot qu'il avait utilisé, antiquité, ce n'était pas ma voiture qu'il décrivait. C'était moi, ma maison, ma vie, tout ce que j'étais. Rien de tout cela n'était sérieux à ses yeux. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans mon esprit, formant une image insupportable. J'étais un distributeur de billets, une baby-sitter gratuite en devenir, un lien gênant avec un passé modeste qu'il voulait oublier. L'humiliation d'aujourd'hui n'était pas un accident, une gaffe. C'était un message, un licenciement. Je serrais plus fort le volant, mes jointures blanchissaient. La tristesse commençait à se mêler à une autre émotion, une émotion que je ne m'étais pas autorisée à ressentir depuis longtemps. La colère, une colère froide et profonde. Je roulais, et chaque kilomètre me séparant d'eux me rapprochait d'une terrible vérité. Je pensais que j'avais tout vu, tout entendu, mais le coup le plus cruel, le coup qui allait tout changer, je ne l'avais pas encore reçu. Il m'attendait
silencieux, dans la mémoire de mon téléphone. Il était plus de 3 heures du matin quand je suis enfin arrivée à Quimper. La ville dormait, silencieuse et paisible sous un ciel sans étoiles. En tournant dans ma rue, j'ai ressenti le soulagement familier de la fin d'un long voyage. Les phares de ma voiture ont balayé la façade de ma maison, l'endroit où j'avais grandi, où j'avais élevé ma propre fille, mon sanctuaire. Mais ce soir, en coupant le contact, il m'a semblé étranger, comme si je le voyais pour la première fois. À l'intérieur, l'air était frais et immobile. J'ai allumé une petite lampe dans l'entrée, et l'ombre a reculé pour révéler un monde que je ne reconnaissais plus. Tout était à sa place. Le vieux tapis, les photos de famille sur le mur, le léger parfum de cire d'abeille. Mais c'était moi qui n'étais plus à ma place. Je me sentais comme une intruse dans ma propre vie. Mon premier geste a été de poser le paquet cadeau sur la table de la cuisine. Le papier de soie blanc semblait presque lumineux dans la pénombre. Il était là, un monument silencieux à ma stupidité, à mon amour aveugle. Une vague d'épuisement, si profonde qu'elle en était douloureuse, a déferlé sur moi. Chaque muscle de mon corps criait après 10 heures de route tendue. J'étais vidée. Par pur automatisme, j'ai mis de l'eau à chauffer pour une tisane. Mes gestes étaient lents, mécaniques. Je me suis assise à la table, le regard perdu, attendant le sifflement de la bouilloire. Le silence de la maison était assourdissant. Il était rempli par les visages des invités, par le regard vide de ma fille, par les 2 mots qui tournaient en boucle dans ma tête. Tu n'es pas invité. Je cherchais une distraction, n'importe quoi pour faire taire ces voix. J'ai attrapé mon téléphone qui était resté dans mon sac, pensant effacer les notifications inutiles, regarder la météo, un geste banal pour me raccrocher à la normalité. C'est là que je l'ai vu. Un message non lu. L'expéditeur. Luc. Mon cœur a manqué un battement. Une partie de moi, la partie stupide et pleine d'espoir qui refusait de mourir, a imaginé des excuses. Un malentendu. Un message pour me dire qu'il regrettait. J'ai ouvert la conversation, mes doigts tremblant légèrement. Le message était court. Et il n'était clairement pas pour moi. Elle est venue. On a dû la renvoyer. Ma mère était gênée. Au moins maintenant elle comprendra que l'appart du 15e est pour le petit. J'ai lu la première phrase. Mes yeux ne voulaient pas continuer. On a dû la renvoyer. Renvoyer. Comme on renvoie un colis non désiré. Un animal errant. Je n'étais même plus une personne. J'étais une chose dont il fallait se débarrasser. J'ai lu la deuxième phrase. Ma mère était gênée. La honte. Voilà ce que j'inspirais. La honte à cette famille riche et parfaite. Ma présence, mon amour, mon visage même était une source d'embarras. Puis j'ai lu la fin. Et c'est là que le sol s'est dérobé sous mes pieds. L'appart du 15e est pour le petit. Mon appartement, le petit studio que mes parents m'avaient laissé, mon seul bien en dehors de cette maison, ma sécurité, mon plan pour mes vieux jours. Dans leur esprit, il leur appartenait déjà. Il était pour leur fils. Tout est devenu clair. D'une clarté horrible, aveuglante. Ce n'était pas une simple humiliation. Ce n'était pas juste de la méchanceté gratuite ou du snobisme. C'était un calcul. Un plan froid et méthodique pour m'isoler, me briser, me faire sentir si petite, si indésirable, que je finirais par céder, par leur donner ce qu'ils voulaient pour acheter un peu de leur affection. Le souvenir de chaque demande d'argent, de chaque remarque condescendante, de chaque exclusion, m'est revenu en pleine figure, non plus comme des incidents isolés, mais comme les étapes préméditées de leur stratégie. Ma générosité n'était qu'une faiblesse à exploiter. Mon amour, un levier à actionner. Le téléphone glissa de mes doigts et tomba sur la table. Le bruit sec me fit sursauter. Je ne pleurais plus. Les larmes n'avaient plus de place. Quelque chose d'autre venait de naître dans les ruines de mon cœur. Ce n'était pas de la haine. C'était bien plus froid, bien plus calme. C'était une certitude. Je suis restée assise à cette table de cuisine pendant des heures, je crois. Le téléphone était posé là, écran noir, mais les mots qu'il contenait brûlaient derrière mes paupières chaque fois que je fermais les yeux. Le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait que le silence de ma maison et le bruit assourdissant de la trahison dans ma tête. La douleur était si totale, si absolue, qu'elle en devenait presque abstraite. Ce n'était plus la piqûre aiguë de l'humiliation publique. C'était une infection lente, froide, qui se propageait dans chaque fibre de mon être.
La certitude du calcul, de la préméditation, était infiniment plus dévastatrice que la cruauté spontanée. On ne m'avait pas juste manqué de respect. On m'avait jugé, pesé, et on avait décidé que ma seule valeur résidait dans les briques d'un appartement parisien. Lentement, à travers la fenêtre de la cuisine, j'ai vu la nuit s'effacer. Les premières lueurs de l'aube ont teinté le ciel d'un gris perle, puis d'un rose timide. Un nouveau jour se levait. Un jour comme tous les autres pour le reste du monde. Mais pour moi, c'était le premier jour du reste de ma vie. Une vie où je n'étais plus la mère d'Élodie. J'étais juste Geneviève. Et je devais décider ce que cela signifiait. Je me suis levée, mes membres raides et endoloris. Mon regard s'est de nouveau posé sur le cadeau, ce petit tas de laine tricoté avec tant d'amour. J'ai senti une dernière vague de chagrin monter en moi, menaçant de me submerger. Je l'ai respiré, je l'ai laissé passer à travers moi, et je l'ai laissé partir. Je suis montée au grenier, le paquet dans les bras. J'ai ouvert une vieille malle en bois qui sentait la lavande et le temps passé. À l'intérieur, il y avait les souvenirs de ma vie, mes bulletins d'école, les premières chaussures de marche d'Élodie, les lettres de mon mari. J'ai délicatement posé le trousseau sur le dessus, à côté d'une robe de baptême jaunie par les années. Je n'ai pas refermé le couvercle avec colère. Je l'ai fait avec une sorte de cérémonie silencieuse. C'était un adieu. Je n'enterrais pas un cadeau, j'enterrais une illusion. L'illusion que j'avais une fille qui m'aimait pour ce que j'étais. En redescendant, je ne me sentais plus fragile. Je ne me sentais plus triste. Je me sentais vide. Et dans ce vide, quelque chose de nouveau pouvait enfin prendre racine. Je ne me suis pas fait une tisane. Je me suis fait un café noir, fort et sans sucre. Debout, face au miroir de l'entrée, je me suis regardée. J'ai vu les rides au coin de mes yeux, les fils d'argent dans mes cheveux, la fatigue sur mes traits. Mais pour la première fois, j'ai vu aussi la personne qui avait survécu, la femme qui avait travaillé dur toute sa vie, qui avait géré une maison, élevé un enfant seul après la mort de son mari. Une femme forte, que j'avais laissée s'effacer par amour. L'amour ne devrait pas effacer. Il devrait amplifier. Et l'amour que je leur avais donné, à Élodie et à Luc, n'avait fait que me diminuer, me réduire à une fonction, à un portefeuille. J'ai passé le reste de la journée à mettre de l'ordre, pas seulement dans ma maison, mais dans mes pensées. Et à la tombée de la nuit, la décision était prise. Je n'allais pas les affronter. Je n'allais pas crier. J'allais agir. Et avant de vous révéler la première étape de mon plan, ce petit détail de mon passé qu'ils avaient tous oublié et qui allait devenir mon plus grand atout, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne. Votre soutien signifie beaucoup, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Je me suis dirigée vers mon bureau. Dans le tiroir du bas, sous une pile de vieux papiers, se trouvait une boîte en fer. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux ou d'argent. Il y avait quelque chose de bien plus précieux. Mes souvenirs. Et parmi eux, la clé de ma liberté. La boîte en fer était froide sous mes doigts. Je l'ai posée sur le bois usé de mon bureau, cet endroit où, autrefois, je passais des heures à taper des actes juridiques, à organiser l'agenda d'un homme de loi. Ce bureau avait été le centre de mon univers professionnel avant de devenir le meuble où je payais simplement mes factures. En soulevant le couvercle, une odeur de papier vieilli et d'encre séchée est venue me chatouiller les narines. Un parfum de ma vie d'avant. À l'intérieur, pas de trésor, pas de fortune cachée, juste des fragments d'une femme que j'avais presque oubliée. Il y avait une petite plaque de laiton gravée « Pour ». 20 ans de service dévoué. Il y avait mon vieux stylo plume, celui que je n'utilisais plus mais que je ne pouvais me résoudre à jeter. Et puis, il y avait un paquet de cartes de visite, jaunies par le temps, tenues ensemble par un ruban de satin décoloré. Je les ai fait glisser entre mes doigts. C'étaient les cartes de mes anciens collègues, des avocats, des clercs de notaire. Et au milieu, il y en avait une. Maître Dubois, un associé, notaire à Quimper. Maître Dubois, mon ancien patron. Un homme juste et rigoureux qui m'avait tant appris. Il était à la retraite depuis des années, mais son nom, son étude, était une institution. C'était ça, la clé. Pas un objet, mais une connexion. Une porte d'entrée vers un monde où je n'étais pas maman ou Geneviève l'Antiquité. Un monde où j'étais compétente, respectée
et où je connaissais les règles du jeu. En tenant cette carte dans ma main, j'ai senti une énergie que je croyais perdue depuis longtemps. L'esprit de la secrétaire juridique que j'avais été s'est réveillé, et avec lui, les idées ont commencé à fuser. Mon esprit s'est tourné vers l'appartement, l'objet de leur convoitise. La première pensée, la plus simple, aurait été de le vendre, de prendre l'argent et de disparaître, de voyager, de leur laisser une boîte aux lettres vide. Mais cette pensée a été immédiatement chassée. Pourquoi devrais-je me déraciner? Pourquoi devrais-je abandonner ma sécurité à cause de leur avidité? Non, je ne fuirai pas. Je me défendrai. Et puis, le mot est apparu dans mon esprit. Un terme juridique que j'avais tapé des centaines de fois. Viager. C'était la solution. Une solution si parfaitement française, si élégante. Vendre en viager, cela signifiait que je pouvais toucher une somme initiale, le bouquet, et une rente mensuelle jusqu'à la fin de mes jours, tout en gardant le droit d'habiter l'appartement ou de le louer. L'acheteur, lui, n'obtiendrait la pleine propriété qu'à ma mort. L'appartement serait vendu, mais resterait mien aussi longtemps que je vivrais. Il serait hors de leur portée. Définitivement. Je me suis assise devant mon vieil ordinateur. Mes doigts, qui avaient passé des mois à tricoter de la laine douce, ont retrouvé le chemin du clavier avec une assurance surprenante. J'ai tapé « Viager loi protection vendeur » dans la barre de recherche. J'ai passé des heures à lire des articles, à consulter des sites juridiques, à me rafraîchir la mémoire sur les subtilités du contrat. Je suis tombée sur une variation que je connaissais moins, le viager caritatif. Le principe était le même, mais l'acheteur était une fondation ou une association. Un petit sourire, le premier vrai sourire depuis des jours, s'est dessiné sur mes lèvres. C'était encore mieux. C'était la justice poétique. Transformer leur plan cupide en un acte de générosité. Le bien qu'ils voulaient me voler pour leur unique enfant servirait à aider des dizaines d'enfants dans le besoin. La décision était prise. Ouais. Lendemain matin, j'ai décroché le téléphone. J'ai cherché le numéro de l'étude de Maître Dubois. C'était son fils qui avait repris l'affaire. Mon cœur battait un peu plus fort. C'était le premier pas, l'acte qui rendrait tout cela réel. La voix au bout du fil était jeune et professionnelle. Étude notariale Dubois, bonjour. J'ai pris une inspiration. La voix qui est sortie de ma bouche n'était pas celle d'une vieille dame brisée. Elle était ferme, claire, précise. Bonjour, je m'appelle Geneviève Leclerc. J'étais la secrétaire de Maître Dubois père pendant de nombreuses années. Je souhaiterais obtenir un rendez-vous confidentiel avec Maître Dubois fils au sujet d'une question immobilière et de planification successorale. Il y a eu un court silence, puis la voix s'est faite plus chaleureuse. Geneviève, bien sûr, mon père parle souvent de vous. Laissez-moi voir son agenda. La semaine prochaine, mardi à 14 heures, cela vous conviendrait? Ce sera parfait, ai-je répondu. Merci. J'ai raccroché doucement. Le rendez-vous était pris. La première pièce était en place sur l'échiquier. Ils pensaient jouer aux dames avec un pion sans défense. Ils allaient découvrir que je jouais aux échecs et que j'avais bien l'intention de protéger ma reine. Le mardi matin du rendez-vous, je me suis réveillée avant mon réveil. Le soleil n'était pas encore levé, mais je me sentais parfaitement alerte, habitée par un calme que je n'avais pas connu depuis des décennies. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de doute. Seulement la tranquille assurance de quelqu'un qui est sur le point de faire ce qui est juste. J'ai choisi mes vêtements avec soin, pas pour impressionner, mais pour me sentir moi-même. Mon tailleur gris, celui que je portais pour les grandes occasions au bureau, un peu démodé peut-être, mais d'une coupe impeccable. Une broche discrète sur le revers. En me regardant dans le miroir, ce n'est pas une grand-mère fragile que j'ai vue, mais Geneviève Leclerc, une femme qui se rendait à un rendez-vous d'affaires important. L'étude notariale n'avait pas changé. Les mêmes boiseries sombres, la même odeur de papier et de cire, le même silence respectueux. La jeune femme à l'accueil m'a souri. « Madame Leclerc, Maître Dubois vous attend. » Le bureau de Maître Dubois fils était plus moderne que celui de son père, mais la même vue sur la place de la cathédrale filtrait à travers les grandes fenêtres. C'était un homme d'une quarantaine d'années, avec le regard sérieux de son père, mais un sourire plus chaleureux. Il s'est levé pour me saluer, sa poignée de main était ferme. « Madame Leclerc, Geneviève, c'est un plaisir de vous revoir. Mon père m'a tant parlé de vous.
Il disait toujours que l'étude n'aurait jamais tourné si rondement sans vous. Ces quelques mots, ce simple accusé de réception de mon existence passée, ont eu un effet puissant. C'était une validation. J'étais quelqu'un. J'existais en dehors de mon rôle de mère et de grand-mère. Nous sommes assis. Il m'a offert un café que j'ai accepté. Il n'y a pas eu de bavardage inutile. J'ai posé ma tasse et je suis allée droit au but, ma voix posée et claire. Maître Dubois, je viens vous voir pour organiser l'avenir de mon patrimoine. Spécifiquement l'appartement que je possède à Paris, dans le 15e arrondissement. Il a hoché la tête, son expression attentive et professionnelle. Je vous écoute. Je souhaite trouver une solution, ai-je continué, qui me garantirait une sécurité financière pour le reste de ma vie, tout en me permettant de décider de l'héritage de ce bien selon mes propres valeurs. J'ai pensé à la solution du viager. Je l'ai vu noter quelques mots sur son carnet. Il n'a montré aucune surprise. Le viager est en effet une excellente option dans de nombreuses situations. Compte tenu de l'emplacement de votre bien, ce serait très avantageux. Avez-vous une préférence entre un viager libre ou un viager occupé? Occupé, ai-je répondu sans hésiter. Je veux conserver le droit d'y vivre ou de le louer si le besoin s'en fait sentir. Et, j'ai ajouté en le regardant droit dans les yeux, j'ai lu des informations sur le viager caritatif. J'aimerais que vous m'en parliez. Son sourcil s'est légèrement levé, signe d'un intérêt accru. Il m'a alors expliqué en détail le mécanisme, les avantages fiscaux, le sens philanthropique de la démarche. Il a parlé avec clarté, sans jargon, s'assurant que je comprenais chaque point. À la fin de son explication, il a fait une pause. Son regard était bienveillant. Vous êtes certaine de vouloir exclure cet asset de la succession familiale directe? La question était posée avec une neutralité professionnelle, mais je savais qu'il devait se douter qu'il y avait une histoire derrière ma démarche. Ma réponse est venue, calme et sans la moindre trace d'émotion. C'est une décision mûrement réfléchie, maître. Je souhaite que mon héritage soit un reflet de mes valeurs. Et je crois que d'aider des enfants en difficulté est une valeur importante. Il a hoché la tête, un point final à la conversation. Très bien. Alors, nous allons procéder. Les documents ont été préparés. J'ai choisi une fondation reconnue qui s'occupe de l'éducation d'enfants issus de milieux défavorisés. Le notaire m'a lu les clauses du contrat, sa voix grave énumérant les termes légaux qui, pour moi, sonnaient comme les mots d'une déclaration d'indépendance. Puis, il a tourné le document vers moi et m'a tendu un lourd stylo noir. « Si vous êtes prête, Madame Leclerc ?» J'ai pris le stylo. Mes doigts ne tremblaient pas. J'ai regardé le bas de la page, l'endroit prévu pour ma signature. C'était plus qu'un nom sur un papier. C'était le dernier mot. Mon mot. J'ai signé. Geneviève Leclerc. Le trait était assuré, l'encre était noire, définitive. En relevant la tête, j'ai senti un poids immense se détacher de mes épaules. Une paix profonde, comme je n'en avais jamais ressenti, s'est installée en moi. C'était fait. J'étais libre. En sortant de l'étude, le soleil de l'après-midi m'a semblé plus chaud, les couleurs de ma ville plus vives. J'avais repris le contrôle. Les documents officiels seraient envoyés dans la semaine. Le bouquet de la fondation serait sur mon compte peu après. Tout était en ordre, légal, irrévocable. J'avais construit une forteresse pour protéger ma paix. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre, calmement, qu'il tente de la prendre d'assaut. Les 3 semaines qui ont suivi mon rendez-vous chez le notaire ont été parmi les plus paisibles de ma vie. Le bouquet, la somme initiale du contrat de viager, est apparu sur mon compte en banque. Un chiffre solide et rassurant. Je n'ai pas fait de folie. J'ai simplement appelé l'artisan pour enfin réparer la petite fuite du toit que je repoussais depuis des années et j'ai remplacé mon vieux réfrigérateur qui peinait à garder le froid. Des choses simples, des actes de soin envers moi-même et ma maison. De Lyon, il n'y avait rien. Un silence total. Pas un message, pas un appel pour prendre de mes nouvelles, pour savoir si j'étais bien rentrée après 10 heures de route. Rien. Ce silence était plus éloquent que n'importe quelle insulte. Il confirmait que ma présence n'avait d'intérêt pour eux que lorsqu'elle était liée à un besoin matériel. Je n'étais pas amère. J'étais lucide. Et puis, un jeudi soir, alors que je lisais tranquillement dans mon salon, le téléphone a sonné. Le nom d'Élodie s'est affiché sur l'écran. Mon cœur n'a pas accéléré. Je n'ai ressenti aucune anxiété. J'ai simplement posé mon livre,
J'ai attendu la fin de la sonnerie et j'ai décroché. Allô? La voix de ma fille était sirupeuse, un ton que je ne connaissais que trop bien. Maman? C'est moi. Comment vas-tu? Je vais bien, Élodie. Et toi? La grossesse se passe bien? Oh oui, oui. Fatigant, tu sais ce que c'est. Il y a eu une petite pause. Je savais qu'elle cherchait ces mots. Écoute, maman, je voulais t'appeler pour m'excuser, pour la baby shower. J'étais tellement stressée, avec la famille de Luc, la pression. J'ai été odieuse. Ce n'est pas ce que je voulais. C'était une excuse vide. Elle ne s'excusait pas pour ses mots, mais pour mon interprétation de son stress. Je n'ai pas relevé. C'est du passé, Élodie. Merci, maman, tu es si compréhensive, a-t-elle dit, visiblement soulagée de s'en tirer si facilement. Et puis, elle a enchaîné, un peu trop vite. Justement, en parlant de l'avenir, Luc et moi, on faisait des plans. Pour le bébé. Tu sais, un enfant, ça coûte cher. Et la vie à Paris est si difficile. On pensait à ton appartement. Je suis restée silencieuse. Je la laissais venir. On se disait que ce serait un apport tellement formidable pour lui, pour son futur, pour qu'il puisse faire des études. C'est une telle sécurité de savoir qu'il y a ce bien dans la famille. J'ai attendu qu'elle ait fini sa phrase, savourant presque l'ironie de ses mots. La sécurité. C'est précisément de cela qu'il s'agissait. La mienne. Il n'y a pas besoin de vous inquiéter pour l'appartement, Élodie, ai-je dit de la voix la plus neutre que je pouvais trouver. Son avenir est déjà réglé. Un silence. Puis, sa voix, un peu plus tendue. Réglé? Comment ça, réglé? J'ai pris des dispositions. Il est maintenant en viager. Je crois que j'ai entendu un souffle coupé. En viager? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as vendu? Pas exactement. J'ai signé un contrat avec une fondation. Je reçois une rente à vie, et à ma mort, l'appartement leur reviendra pour financer l'éducation d'enfants dans le besoin. Le vernis de douceur a craqué. La voix d'Élodie est montée d'une octave, devenant stridente. Tu as fait quoi? Sans nous le dire? Maman, mais tu es folle! C'était l'héritage de mon fils. Tu as volé ton propre petit-fils. Soudain, une autre voix, plus grave, a explosé dans le téléphone. Luc. Il avait dû arracher le combiné des mains de sa femme. Geneviève? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous avez signé? Vous vous êtes fait manipuler? On va faire annuler ça. C'est une spoliation. J'écoutais sa rage, ses accusations, et je ne ressentais rien. Pas de peur, pas de tristesse. Juste la confirmation que j'avais fait le bon choix. Il a continué à crier, à me menacer de poursuite, de me faire mettre sous tutelle. Et avant que je vous dise les quelques mots, les seuls mots, que j'ai prononcés pour mettre fin à sa tirade et à cette conversation, j'aimerais vous inviter à laisser un like sur cette vidéo si vous pensez que personne ne devrait jamais subir un tel manque de respect. Votre soutien construit une communauté. Sa voix était un grondement furieux dans mon oreille. J'ai attendu qu'il reprenne son souffle, et d'une voix qui était à l'opposé de la sienne, une voix d'un calme polaire, j'ai dit « Luc, écoute-moi bien. C'est mon bien. Ma décision. La conversation est terminée. » J'ai raccroché. Le silence est retombé dans mon salon. Mais je savais qu'il ne durerait pas. C'était la première vague de la tempête. Et je savais qu'ils étaient déjà en route pour déferler sur moi. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le lendemain, vers midi, une voiture de location que je ne connaissais pas s'est garée brutalement devant ma maison. Je les ai vus descendre avant même qu'ils n'aient sonné. Luc, le visage fermé par la colère, et Élodie, les traits bouffis, les yeux rougis par les larmes. Ils n'étaient pas venus pour discuter. Ils étaient venus pour une bataille. La sonnette a retenti, un son strident et impatient qui a brisé le calme de ma maison. J'ai pris une grande inspiration, j'ai lissé ma robe, et je suis allée ouvrir. Mon cœur battait calmement, régulièrement. Je n'avais pas peur. Il se tenait sur mon paillasson, deux forces de la nature prêtes à tout dévaster. Luc m'a fusillé du regard. Élodie a immédiatement éclaté en sanglots. Une performance bien orchestrée. « Maman, comment as-tu pu ?» Je me suis écartée pour les laisser entrer. Sans un mot. C'était ma maison, mon territoire. Je n'allais pas me battre sur le seuil. Ils sont entrés, Luc avec l'arrogance d'un conquérant,
Élodie avec le drame d'une victime. J'ai refermé la porte derrière eux. Le son du loquet s'enclenchant a semblé résonner dans le silence. « Asseyez-vous », ai-je dit, en désignant le salon. Ils m'ont ignoré. Ils sont restés debout au milieu de la pièce, comme s'ils refusaient de s'installer, de reconnaître la légitimité de ce lieu. C'est Luc qui a commencé, sa voix contenue mais vibrante de fureur. On sort de chez le notaire. On a essayé de parler aux jeunes du bois. Évidemment, secret professionnel. Mais on ne va pas en rester là, Geneviève. Un contrat signé par une personne de votre âge, sous le coup de l'émotion. Ça s'appelle un abus de faiblesse. Nos avocats vont se régaler. J'ai haussé un sourcil, mais je n'ai rien dit. Je me suis assise dans mon fauteuil, celui près de la fenêtre, et j'ai joint mes mains sur mes genoux. Mon calme semblait le rendre encore plus furieux. Élodie a pris le relais, les larmes coulant sur ses joues. C'était la phase de la manipulation émotionnelle. « Tu penses à ton petit-fils? L'enfant que je porte? Tu l'as déshérité avant même qu'il ne soit né. C'est ça l'amour d'une grand-mère? Lui voler son avenir pour le donner à des inconnus? Chaque mot était choisi pour blesser, pour me faire sentir coupable, monstrueuse. Autrefois, cela aurait fonctionné. J'aurais fondu en larmes, je me serais excusée, j'aurais cédé. Mais la femme qu'ils avaient en face d'eux n'était plus la même. J'écoutais leurs accusations comme on écoute la pluie tomber. C'était un bruit de fond, sans importance. Ils ont parlé pendant près de 20 minutes. Ils se relayaient, l'un menaçant, l'autre pleurant. Ils ont parlé de ma santé mentale, de mon ingratitude, de ce que la famille était censée signifier. J'ai tout encaissé, mon visage impassible. Mon silence était un mur contre lequel leurs paroles venaient s'écraser. Ils s'épuisaient, leur colère et leur chagrin tournant à vide, sans trouver de prise sur moi. Quand ils ont enfin marqué une pause, à court d'arguments, j'ai jugé que mon tour était venu. Ma voix, quand j'ai parlé, était basse, mais elle a commandé une attention immédiate. « Avez-vous terminé ?» Ils m'ont regardé, surpris. Je me suis penchée en avant, j'ai pris mon téléphone posé sur la petite table et j'ai ouvert la conversation avec Luc. J'ai tourné l'écran vers eux et j'ai posé le téléphone sur la table basse. Entre nous. Le message était là, lumineux, incontestable. Au moins maintenant elle comprendra que l'appart du 15e est pour le petit. Le silence qui est tombé dans la pièce était total, lourd, suffocant. J'ai vu la couleur quitter le visage de Luc. J'ai vu les yeux d'Élodie s'écarquiller, une compréhension horrifiée naissant sur ses traits. Les larmes se sont arrêtées net. C'était l'arme. Fatale. La vérité, écrite noir sur blanc. Je me suis levée. Le procès était terminé. Le verdict avait été rendu. Cette maison, ai-je commencé, ma voix toujours aussi calme, mais tranchante comme du verre, et mon foyer. Cet appartement était mon avenir. Vous m'avez clairement fait comprendre par vos actions et surtout par vos mots que je ne faisais pas partie de votre famille. J'ai donc organisé ma vie en conséquence. Je les ai regardés, Luc qui ne pouvait plus soutenir mon regard, et Élodie qui me fixait, la bouche entr'ouverte, comme si elle me voyait pour la première fois. Il n'y a pas eu d'abus de faiblesse, il n'y a pas eu de folie, il y a eu une décision, la mienne, prise en toute conscience. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. L'air frais de l'extérieur est entré, dissipant la tension. La porte par laquelle vous êtes entré est la même que celle que vous allez utiliser pour sortir. Il n'y a plus rien à dire. Ils sont partis sans un autre. Mots, comme des automates. Élodie n'a pas osé croiser mon regard. Luc avait l'air d'un homme qui venait de tout perdre et qui savait que c'était entièrement de sa faute. J'ai regardé leur voiture disparaître au coin de la rue. Je ne ressentais ni tristesse, ni joie. Seulement le calme étrange qui suit la fin d'une longue, très longue maladie. Les semaines se sont transformées en mois. L'été breton a laissé place aux couleurs douces de l'automne. Les touristes ont quitté Quimper et la ville a retrouvé son rythme tranquille. Ma vie a fait de même. La tempête était passée, ne laissant derrière elle qu'un calme profond, presque assourdissant. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Pas un appel, pas une lettre, pas même un message haineux. C'était comme si le fil qui nous reliait, déjà si usé, avait été définitivement coupé ce jour-là, dans mon salon. Je ne leur ai pas pardonné. Le pardon est une chose complexe qui demande du regret de la part de l'offenseur. Et je savais qu'il ne regrettait que d'avoir été découvert.
Mais j'ai trouvé la paix, ce qui est une forme de guérison bien plus utile. Ma vie s'est remplie de petites choses. J'ai rejoint le club de lecture de la bibliothèque municipale. J'ai recommencé à m'occuper de mon jardin avec une passion que je croyais perdue. Le mercredi, je faisais une longue promenade le long de l'Audet avec ma voisine. Mon existence n'était pas excitante. Elle était sereine. Et après tout ce que j'avais traversé, la sérénité était le plus grand des luxes. Un après-midi, alors que je taillais mes rosiers, ma sœur Monique m'a appelée. Monique est mon aînée, ma confidente, la seule personne à qui j'avais tout raconté, en détail. Elle avait été mon roc, m'approuvant sans la moindre hésitation. Nous avons parlé de tout et de rien pendant un moment, des nouvelles de ses enfants, du temps qui se rafraîchissait, puis sa voix est devenue plus sérieuse. « Écoute, Geneviève, j'ai des nouvelles. D'Élodie. Mon cœur n'a pas sursauté. Je n'ai ressenti qu'une curiosité lointaine. Ah oui? C'est Sophie qui me l'a dit. » A-t-elle continué, parlant de sa fille, ma nièce. Élodie l'a appelée la semaine dernière, en pleurs. Je suis restée silencieuse, laissant Monique raconter. Apparemment, leur grand projet immobilier est tombé à l'eau. Ils voulaient acheter un grand appartement près de Lyon, mais la banque leur a refusé le prêt. Il semble que l'apport qu'ils espéraient, ou la garantie qu'ils comptaient avoir un jour, a disparu des radars. J'ai arraché une mauvaise herbe, le geste précis et sans émotion. Ah, ce n'est pas tout, a poursuivi Monique. Ils ont dû demander de l'aide aux parents de Luc. Et tu connais la chanson, l'argent n'est jamais gratuit avec ces gens-là. Ils ont accepté de les aider, mais à condition de superviser toutes leurs dépenses. Luc, qui se voyait déjà en grand Manitou, est apparemment furieux, humilié. Il le fait payer à Élodie, bien sûr. Sophie a dit qu'elle n'avait jamais entendu sa cousine aussi malheureuse. J'ai continué à jardiner, le téléphone coincé entre mon épaule et mon oreille. Je pouvais imaginer la scène. La chute de l'arrogance. La fin du faux-semblant. Puis Monique a marqué une pause avant de lâcher l'information la plus importante. Elle a eu le bébé, Geneviève, il y a 3 semaines. C'est un garçon. Là, mes mains se sont arrêtées. Un garçon. Mon petit-fils. Il était né. Le petit être pour qui j'avais tricoté un trousseau avec tant d'amour. Je me suis assise sur le petit banc de pierre au milieu de mon jardin. Elle se plaignait à Sophie, a ajouté Monique, sa voix plus douce, disant qu'elle était épuisée, que personne ne l'aidait, que Luc travaillait tout le temps et que sa belle-mère était plus critique qu'autre chose. Elle a dit qu'elle donnerait n'importe quoi pour avoir le genre de soutien que sa mère lui aurait donné. Ces mots auraient dû me briser le cœur, et une petite partie de moi, la grand-mère en moi, a ressenti une piqûre de tristesse. Une tristesse pour cet enfant innocent, né au milieu de tant d'amertume et de calcul. Une tristesse pour la jeune mère perdue que ma fille était devenue. Mais la plus grande partie de moi est restée calme. Parce que le soutien inconditionnel qu'elle regrettait maintenant, c'est celui-là même qu'elle avait jeté à la porte, publiquement, sans un regard en arrière. Elle ne regrettait pas sa mère. Elle regrettait la fonction que j'occupais. « Comment tu te sens en entendant tout ça ?» m'a demandé Monique, inquiète. J'ai regardé le soleil filtrer à travers les feuilles de mon vieux pommier. J'ai respiré le parfum de la terre humide et des roses d'automne. Je me sens en paix, Monique. C'est triste, mais c'est leur vie. Ils ont fait leur choix. Nous avons bientôt mis fin à l'appel. J'ai rangé mes outils de jardin et je suis rentrée. En passant devant le miroir de l'entrée, j'ai croisé mon propre regard. La justice n'est pas toujours un grand feu d'artifice. Parfois, c'est juste la conséquence logique et inévitable des actions des gens. Bien fait, comme on dit, mais je n'ai ressenti aucune jubilation. Un petit garçon était né, mon petit-fils. Une part de moi aura toujours une pensée pour lui. Mais je ne pouvais pas construire son avenir sur les ruines du mien. Mon chemin, maintenant, était ailleurs. Il était temps de le découvrir, non plus en regardant en arrière, mais en regardant droit devant. Le printemps est revenu, pas en Bretagne cette fois, mais à Paris. Je suis assise à la fenêtre de mon appartement, un café fumant à la main, et je regarde la vie s'éveiller sur les toits de la ville. Il y a 1 an, cet endroit n'était qu'un nom sur un acte de propriété, une source de conflit, un pion dans un jeu cruel. Aujourd'hui, c'est mon refuge, mon point de vue.
J'ai passé les derniers mois à me réapproprier cet espace, et avec lui, ma propre vie. J'ai repeint les murs d'un bleu clair et apaisant. J'ai acheté des meubles, que j'aimais vraiment, pas ceux qu'il fallait avoir. J'ai rempli les étagères de livres que je voulais lire, et non plus seulement de ceux que je pensais devoir lire. Chaque objet, chaque couleur est un choix. Ma liberté est faite de milliers de petits choix comme ceux-là. Je partage mon temps entre Quimper et Paris. Quand la tranquillité de mon jardin m'appelle, je prends le train. Quand l'énergie de la ville me manque, je reviens ici. Je ne suis plus définie par un seul lieu, par un seul rôle. Ma vie parisienne est simple. Le mardi, je vais à mon cours d'histoire de l'art à la mairie. Le jeudi, je me perds dans les salles du musée d'Orsay, retrouvant mes amis les impressionnistes. Je marche beaucoup, sans but précis, redécouvrant des quartiers, m'asseyant à des terrasses de café pour regarder les gens passer. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie. C'est peut-être ça, le plus grand cadeau que leur trahison m'ait fait. Elle m'a forcé à me rencontrer. Aujourd'hui, dans mon courrier, il y avait une grande enveloppe. Elle venait de la Fondation pour l'enfance. À l'intérieur, il n'y avait pas de documents officiels, pas de jargon juridique. Il y avait des dessins d'enfants, faits au feutre, aux couleurs vives et joyeuses. Des maisons, des soleils, des bonshommes qui sourient. Il y avait aussi une petite lettre, écrite par une directrice de programme. Elle me remerciait et me racontait comment, grâce à des legs comme le mien, ils avaient pu ouvrir une nouvelle salle d'études pour l'aide aux devoirs dans un quartier difficile. Un petit garçon nommé Léo, qui était en échec scolaire, venait de recevoir les félicitations de son instituteur pour la première fois. Je tiens un des dessins dans ma main. C'est une fleur, avec des pétales de toutes les couleurs. Au milieu, écrit en lettres maladroites, il y a un mot. Merci. Une larme roule sur ma joue. Pas une larme de tristesse. Une larme de plénitude. Ma maternité ne s'est pas arrêtée à la porte. D'une baby shower, elle s'est transformée. Elle est devenue plus grande. Mon héritage ne sera pas de la pierre, ce sera des chances, des futurs. Je me suis approchée de la fenêtre, le dessin d'enfant précieusement tenu entre mes mains. De cette hauteur, la ville ressemble à une promesse. La vie aussi. Le chemin a été terriblement douloureux. Il y a des cicatrices sur mon cœur qui ne disparaîtront jamais. Mais ces cicatrices ne me font plus mal. Elles me rappellent simplement que je suis une survivante, que j'ai refusé d'être une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre, et que j'ai choisi de devenir l'auteur de la mienne. Il n'est jamais trop tard pour exiger le respect. Et n'oubliez jamais que le véritable amour ne vous utilise pas. Il vous célèbre. Aujourd'hui, ma paix est ma plus grande richesse. Chaque abonnement à cette chaîne est un vote de soutien pour que d'autres femmes, d'autres mères, d'autres grands-mères trouvent leur propre voie. S'il vous plaît, aidez cette communauté à grandir, plus forte et plus unie. Je souris. Le soleil de printemps est doux sur mon visage. Je suis exactement là où je dois être. Je suis libre.